passe à l'exposé suivant qui va être donné par Michel Derdevet de chez Enedis. Alors, l'industrie 4.0 chez Enedis, qu'est-ce que c'est? La zapette? Elle est dessus. Bonjour à toutes et à tous. Alors, en regardant un petit peu à l'avance le titre de la session de cette 7e université d'été, les opportunités de la croissance verte dans les territoires, moi j'avais envie de traiter rapidement deux aspects par rapport à l'industrie 4.0, la sous-thématique de cet après-midi. D'abord, vous faire un petit rappel peut-être de l'enjeu qu'il y a du raccordement des énergies renouvelables dans les territoires français et de la dimension extrêmement stratégique de penser ce sujet de plus de solaire, plus d'éolien, en lien avec la dynamique de développement des réseaux et l'articulation avec les réseaux. Et deuxième sujet, c'est vous sensibiliser au fait que quand on parle industrie 4.0, c'est-à-dire toute la partie qui est à droite du slide, mais voilà, donc l'entrée, on s'est évoqué tout à l'heure, de l'Internet des objets, de l'intelligence artificielle, du cloud, du big data, tout ça, ça impacte extrêmement fortement les industries de réseau, qui n'étaient pas, contrairement à ce qu'on peut croire, des industries aveugles. Le concept de smart grid a été inventé à partir de 2008-2009. Avant, les réseaux, ils étaient déjà intelligents. Mais ça introduit depuis une dizaine d'années de plus en plus de fonctionnalités, de nouveautés qui interpellent la gestion de ces réseaux et qui demain seront encore plus vraies. D'abord, un petit état des lieux, donc, avec des chiffres de la fin 2018 et un petit rappel sur les renouvelables. Alors, les renouvelables dans notre pays représentent à peu près, vous avez les chiffres, 26-27 gigawatts. Pour mémoire, à horizon 2035, on sera à 3 fois plus. Donc le défi sera à la fois, bien sûr, de favoriser l'émergence de projets territoriaux dans leur diversité et en même temps de voir comment ces projets s'articulent en termes géographiques, en termes techniques, avec les infrastructures, avec les réseaux. Et simple rappel que vous voyez dans ce slide, c'est que l'essentiel des énergies renouvelables rentre par le bas, par les réseaux de distribution, basse moyenne tension, à hauteur, vous voyez, de plus de 80%. Le réseau de transport d'électricité de RTE, la haute et la très haute tension, n'étant impacté que de manière moins importante, moins de 10%. Et vous voyez là aussi qu'on a des éléments importants concernant les projets en cours. Vous le voyez, c'est tout à fait en bas de mon slide, mais on a 17 gigawatts de demandes de raccordement qui vont s'échelonner. Donc il y a toute une file d'attente, il y a un portefeuille qui amène à challenger, à regarder un petit peu comment ça fonctionne. Deuxième remarque, c'est qu'on a vu cette année, au premier semestre 2019, une inflexion assez importante concernant le déploiement des projets solaires et avec, vous voyez, les perspectives que nous avons corrélées avec des objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, quasiment une multiplication par 5 d'ici 2035 des projets photovoltaïques dans notre pays. C'est colossal, c'est important. On partait relativement bas, même très bas au creux des années 2000, mais on voit très bien que la tendance, quels que soient les scénarios de la PPE, scénario haut, scénario bas, va nous amener autour de 35-40 gigawatts de production solaire décentralisée, territorialisée. C'est un enjeu important pour un opérateur de réseau national comme Enedis. Pourquoi c'est un enjeu important? C'est parce qu'on voit, et cette carte est parlante en elle-même, que les régions sont dissymétriques. Alors ça ne vous étonnera pas, il y a quand même plus de photovoltaïque au sud de la Loire qu'il y en a dans le nord, mais si je vous avais amené le slide concernant l'éolien, on verrait exactement l'inverse. La production éolienne en France est concentrée dans les régions du nord de la Loire, et donc là où ça a été évoqué tout à l'heure, nous avons une dimension systémique en permanence quand on pense réseau, c'est qu'il faut penser aux échanges. Bien entendu que tout ça ne fonctionne pas que dans des boucles fermées, quelle que soit l'importance des phénomènes circulaires, on aura en permanence, et on a en permanence des phénomènes d'échange. Pour mémoire, c'est un simple rappel, mais nos amis bretons ne produisent que 9-10% de l'électricité qu'ils consomment. Cette belle région Nouvelle-Aquitaine, comme d'ailleurs Occitanie, sont des régions excédentaires en électricité pour deux raisons assez simples. D'abord, il y a une histoire liée à l'hydraulique. L'hydraulique, aujourd'hui, représente en France une puissance installée importante. Et deuxièmement, c'est des régions qui ont eu, à travers Golfech et ici Blayais, des centrales nucléaires implantées qui permettent donc d'être plutôt excédentaires. Ce n'est pas le cas pour la Bretagne, donc heureusement qu'il y a des échanges entre régions, entre départements, entre territoires.
Et c'est peut-être juste le bémol qu'on peut mettre dans une vision qui serait trop pilotée quant au modèle énergétique de demain. Il y a un excellent livre qui est en vente pour quelques euros, quelques modiques euros, que nous avons écrit avec Alain Beltran et Fabien Roch, qui s'appelle « Pour des réseaux électriques solidaires ». L'idée de solidarité, elle est née de la carte que je vous projetais il y a quelques instants, qui montre la nécessité de voir les territoires à une maille un peu globale, notamment si on rajoute par rapport à cette carte une règle qui a été bâtie au moment de la libération de ce pays en 1945, qui était la règle de la péréquation tarifaire. Faire payer le même tarif d'acheminement, le même péage sur le réseau à tout consommateur français, c'est quelque chose qui nous distingue de nos amis allemands. Il y a des écarts de 2 à 3 entre le tarif d'utilisation des réseaux à l'intérieur d'un grand pays comme l'Allemagne, qui fait que selon l'endroit où vous allez être, vous allez payer un péage pour l'électricité différent. Le modèle français est assez différent. Il a sans doute des points qui méritent critique, mais en tout cas, il a cette vertu de permettre une sorte d'égalité devant l'acheminement des électrons. Alors, comment on travaille un petit peu pour favoriser, faciliter l'insertion de l'énergie photovoltaïque? D'abord, c'est un effort financier. Le chiffre, vous l'avez, mais il est un petit peu en bleu pâle, donc il est difficilement lisible peut-être sur le slide qui est là, mais c'est 7,6 milliards d'euros d'investissement envisagé entre cette année 2019 et 2035. Donc ça veut dire sur la quote-part que vous payez sur votre facture concernant l'acheminement, il y aura un effort dédié au photovoltaïque qui est de cet ordre-là. Ce n'est pas un petit effort, c'est 2,2 fois l'enveloppe d'investissement CAPEX annuel dédié aux renouvelables par Enedis. Deuxième sujet qui est pour raccorder les renouvelables, il va falloir de plus en plus planifier, renforcer et anticiper l'élément par rapport au fonctionnement du réseau. Et ça, en répondant à la demande des porteurs de projets. On voit bien que les projets vont arriver dans des endroits du territoire où il y aura de l'acceptabilité. Et il faudra donc que le réseau soit au rendez-vous de cette localisation des différents projets. Il faudra, on va y revenir dans quelques instants, déployer de nouvelles solutions techniques, technologiques et de nouveaux leviers. Et puis, il faudra répondre à ces demandes de raccordement multiples et variées. Comment on fonctionne aujourd'hui? Je vous l'ai mis simplement, alors pas avec le micro-détail de chaque expérimentation, mais on fonctionne sur l'ensemble de ces chantiers sur la base d'expérimentation locale, en lien avec les collectivités et sur les différents sujets du moment. Question de flexibilité, question de stockage, ça a été évoqué pendant les 2 jours par les uns et les autres, question liée à des offres de raccordement qu'on qualifie avec un langage interne d'offres de raccordement intelligentes. Les véhicules électriques, ce matin, Dimitri Petrakis évoquait le 1,2 million de véhicules électriques d'ici 2023, donc d'ici demain, que la PPE fixe. Ça ne vous a pas échappé que le véhicule électrique, ça suppose des bornes électriques, que les bornes électriques, c'est à envisager en lien avec les gestionnaires de réseau. Tout ça, c'est des chantiers qui supposent, pas du tâtonnement, mais de l'expérimentation au sens positif du terme, pour voir comment on peut être plus efficace ici ou là à travers des approches co-construites. Et bien sûr, ça a été évoqué durant cette matinée notamment, ça veut dire essayer de tirer toutes les conséquences des expérimentations en termes de systèmes locaux. Aujourd'hui, beaucoup de projets apparaissent à la matière. Enedis est partenaire de beaucoup de ces projets et ça nous permet d'avancer petit à petit de manière efficace en retenant les bonnes solutions existantes ici ou là et en laissant peut-être de côté celles qui sont un peu moins performantes. Sur le sujet qui était le sujet de base, l'industrie 4.0, l'industrie 4.0, ça veut dire de plus en plus d'informations, de plus en plus de données. Et c'est un des éléments qui est souvent pas souligné par rapport au déploiement industriel des compteurs intelligents. Nous avons en France aujourd'hui 20 millions de compteurs installés sur les 35 qui seront installés à terme en 2021. Ça veut dire de plus en plus de données. Mais ces données, ce n'est pas la propriété des gestionnaires de réseau. Ces données, c'est la propriété de vous-même en tant que consommateur, à titre individuel, de manière protégée. Et c'est aussi utile pour les collectivités, notamment les collectivités locales, pour mettre en œuvre un certain nombre de politiques. Donc on a mis en place une application qui s'appelle Mix by Enedis, qui donne toutes ces séries d'informations sur ces raccordements d'énergie renouvelable, à la fois très précises, très ciblées, quel raccordement à quel endroit, et puis aussi de manière plus agrégée, sous des formats qui peuvent intéresser un certain nombre d'acteurs. Là, j'ai choisi un exemple qui va être cher à Marc Tessier-Dorfeuille, c'est les systèmes locaux ilotables, et on parle de la Corrèze. Alors en Corrèze, il y avait une commune qui était un petit peu dans les bois, qui était un peu plantée quelque part, et qui avait souvent des incidents réseau. On a couplé avec
une batterie et avec un système qui permet de basculer quand le réseau est incidentogène avec une solution de stockage. Donc le stockage n'est pas du tout contraire à la logique d'exploitation de réseau, c'est un élément extrêmement concordant, ce qui amène d'ailleurs à mettre un bémol au texte européen qui souvent envisage de manière opposée stockage et gestion des réseaux pour avancer rapidement, déborder peut-être un petit peu. Exemple aussi qu'on a présenté il y a quelques semaines, un microgrid 100% ONR au Glénan. Le projet a été lancé, il sera fiabilisé en 2020-2021. Ça sera le premier microgrid articulé, lié avec un réseau public de distribution, dont là encore, le réseau public de distribution n'est pas quelque chose qui est antinomique avec la logique de microgrid. Au contraire, on doit être dans une logique de coacteur. On va passer là-dessus, vous aurez les slides et Myriam me mettra à disposition toutes les équipes de 5T, les slides pour les experts du renouvellement des câbles BT souterrains grâce à un terme de maintenance. Là aussi, simplement, je terminerai peut-être juste sur ce slide-là, qui est très important. Le phénomène jaillissant, quand on regarde l'électricité en France, c'est l'autoconsommation collective. 20 000 sites fin 2017, 40 000 fin 2018. Donc on voit que le phénomène prend de l'ampleur. Là aussi, on est partenaire de 12 projets actuellement en la matière, sur lesquels on essaye notamment de fiabiliser des informations sorties, entrées. Tout à l'heure, notre ami de Dunkerque évoquait les liens qu'il peut y avoir entre le projet d'université et puis le réseau général. Ben voilà, tout ça, ça rentre dans une logique où le réseau doit être acteur présent sur l'ensemble des changements de paradigme. Merci. Merci Michel.